Donc, je m'appelle Benoît Labruni, je suis secrétaire général de la CAPEB de la Vienne. La CAPEB, c'est le syndicat des artisans du bâtiment. Donc nous sommes une organisation patronale, on regroupe on fédère à peu près 600 chefs d'entreprise sur le département de la Vienne, dans le bâtiment. Donc les gens qui veulent s'intéresser à d'autres secteurs de l'artisanat, je peux conseiller, mais moi j'ai un gros focus sur le bâtiment, de grosses compétences sur le bâtiment. Ça fait près de 20 ans que je travaille dans ce syndicat, dont je suis le responsable pour le département de la Vienne. Le bâtiment, c'est un secteur qui, en 2020, a été relativement épargné de la crise sanitaire. On a dû avoir les entreprises qui ont dû fermer peut-être pendant une quinzaine de jours, histoire de se remettre un petit peu en ordre, de faire le point sur notamment les aspects sécurité, reprise des chantiers en sécurité. Sinon, globalement, c'est une activité qui a été épargnée parce que les pouvoirs publics ont très bien compris que c'est un secteur clé pour l'économie française. C'est le secteur qui peut probablement a le plus de main-d'œuvre dans ses effectifs. C'est un secteur qui est vital parce qu'effectivement, il fait à la fois vivre des entreprises de production, c'est celles que je représente, c'est celles qui font les travaux chez vous au quotidien, le maçon, le plâtrier, le plombier, l'électricien, etc. Donc ce sont celles-là qui sont sur le terrain, mais ça fait aussi vivre toute une économie à côté de ces entreprises de production. C'est les négoces, les industriels, donc toute la filière de production des matériaux qui sont mis en œuvre ensuite par les entreprises de travaux. Donc moi je ne représente pas ces entreprises négoces industrielles, je représente vraiment les entreprises de proximité qui réalisent des travaux principalement chez les particuliers. J'en ai quelques-unes qui sont des entreprises qui sont spécialisées dans l'appel d'offres, dans la commande publique, qui travaillent pour des collectivités comme la mairie de Poitiers ou pour d'autres collectivités, ou qui pour certaines travaillent dans le secteur du neuf. Donc quand on parle du neuf, c'est principalement la construction de maisons d'habitation, les lotissements que vous voyez fleurir dans vos communes. Bon, voilà, quelques entreprises artisanales qui travaillent pour le compte de ces constructeurs, souvent dans des positions de sous-traitants, rarement en position de co-traitants. On retrouve un maître d'œuvre avec un projet immobilier, avec ce qu'on appelle un constructeur de maisons individuelles. Et puis, par déclinaison, vous retrouvez des entreprises qui produisent les travaux, qui sont souvent des sous-traitants dans les différents corps d'État qui permettent de réaliser une construction. Donc voilà pour le secteur, donc un secteur qui a été relativement épargné en 2020, un secteur qui présente une très très belle dynamique sur le volet de la rénovation énergétique des logements. Il faut bien comprendre que le bâtiment, il est au cœur des enjeux de la rénovation énergétique, au cœur des enjeux de la croissance verte, comme on l'appelle, c'est-à-dire vraiment rénover, mais en même temps essayer autant que possible, de limiter l'empreinte carbone, d'utiliser des matériaux responsables dans l'acte de construire. Moi, j'ai la chance dans la Vienne d'avoir un bon noyau d'artisans adhérents à la CAPEB qui sont des éco-constructeurs, qui sont des gens qui ont fait un choix à un moment donné dans leur carrière, pour certains dès l'origine de leur projet, il y a 20 ans ou 30 ans, c'est le cas du président d'ailleurs de la CAPEB de la Vienne, de se tourner vers l'utilisation, l'emploi d'éco-matériaux. Donc si je vous dis ça, quand j'ai préparé mon intervention, si je voulais vous dire ça, c'est que ça peut aussi parfois toucher une sensibilité pour une femme. Voilà, c'est être sensible aussi à l'emploi de matériaux respectueux de l'environnement. Donc tous ces aspects-là me font croire aussi, avec beaucoup de certitude, que le bâtiment, c'est un secteur porteur. C'est un secteur porteur à la fois sur la création d'emplois. Aujourd'hui, on est vraiment en pénurie de main-d'œuvre dans le bâtiment, en particulier dans la Vienne. Il y a de nombreux emplois qui sont créés. Ce sont des emplois qui sont accessibles aux femmes. On a de nombreux exemples parmi nos artisans de femmes qui sont en contrat de professionnalisation, en CDI, qui ont changé de carrière, changé d'orientation à un moment donné parce que dans certaines voies bouchées, dans certaines voies écumer les CDD. J'ai l'exemple d'une femme qui a fait X contrat à la Poste, qui s'est retrouvé au bout de son énième contrat à ce son employeur lui dise on ne peut plus faire de contrat. Bon, elle avait probablement fait une vingtaine et qui s'est tournée ensuite vers les métiers de plomberie chauffage. Donc vous voyez,
il y a des exemples comme ça de réussite. C'est pas des métiers faciles, on peut pas le nier. Il y a toujours ce côté contrainte extérieure, météo, charge. Effectivement, il y a ces aspects-là qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Mais il y a des belles évolutions aussi au niveau des technologies employées. On utilise des exosquelettes, par exemple, dans le bâtiment pour aider au port des charges. Souvent, on est dans des équipes où il y a la mixité, où il y a les hommes pour aider. Enfin, oui, faut pas caricaturer. C'est pas que des métiers ingrats. Il y a aussi des beaux aspects. Et puis à côté de ça, effectivement, le volet, qu'est-ce qu'on m'a dit ? Voilà, le volet création d'entreprise. Alors, on a des chefs d'entreprise au féminin dans notre portefeuille d'adhérents CAPEB. Moi, je peux citer comme ça une dizaine de femmes chefs d'entreprise qui gèrent des entreprises du bâtiment. Il y en a qui les gèrent au sens administratif du terme, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des profils de gestionnaires, des anciennes DRH, des anciennes DAF, directrices d'affaires financières dans des entreprises un peu plus structurées, qui se sont ensuite, par choix, par opportunité, tournées vers des entreprises du secteur du BTP. Dans la Vienne, en ce moment, j'ai une entreprise qui a été reprise en début d'année 2021 sur le secteur de Vouillé-Héron, une entreprise de menuiserie charpente qui est dirigée aujourd'hui par une femme dirigeante qui a 10-12 salariés, qui n'est pas charpentière, qui n'est pas menuisière de métier. Elle a repris cette entreprise pour la gérer, pour l'administrer. Forcément, elle est tenue de se faire entourer, d'être encadrée par des techniciens, des techniciennes qui maîtrisent ces aspects-là, puisque effectivement il y a quand même un volet qui est hyper technique quand je me déplace chez mon client pour le conseiller, pour l'accompagner dans sa prise de décision, dans son choix, comment on réalise une isolation thermique par l'extérieur avec du bardage quand on ne sait pas comment comment on le fait, comment on peut prétendre pouvoir le chiffrer dans ses devis quand on fait un acte commercial, quand on n'a pas la maîtrise de ces techniques. Effectivement, il faut se faire entourer. J'ai l'exemple aussi c'est toujours dans le même domaine de la charpente-menuiserie. Pas plus tard que la semaine dernière, on était mercredi, il y a 8 jours précisément. J'accompagnais des anciens adhérents qui sont issus du monde du commerce. C'est un couple qui s'est rencontré chez Colgate-Palmolive. Vous voyez, c'est des gens qui sont plutôt tournés profil ingénieurs commerciaux. C'est un peu ce profil-là. Ils ont repris il y a une dizaine d'années une boîte de charpente, menuiserie, agencement du côté de Noyer-Maupertuis. Pareil, 14-15 salariés. Ils étaient mis à l'affiche sur une manifestation CAPEB au niveau national. Bon, c'est des gens qui ne sont pas du tout issus de ce milieu-là et qui pourtant évoluent en tant qu'associés, le couple, dans une boîte qui est vraiment tournée vers la clientèle de particuliers, vers des métiers assez techniques dans les choix, dans les orientations qu'on doit donner à son client. Donc vous voyez, c'est faisable. C'est faisable, évidemment, en étant entouré, probablement avec une certaine taille d'entreprise. Là, vous avez vu les deux exemples que je vous ai cités, c'est des boîtes qui sont plutôt assez bien structurées. Et puis j'ai aussi l'exemple de la femme peintre du secteur de Laigne-sur-Fontaine. Donc là, on est du côté de Montmorillon. Une femme peintre qui est championne olympique de peinture, parce qu'il y a aussi des olympiades de métiers dans les métiers du bâtiment. Donc cette femme peintre, elle a aujourd'hui 2 salariés, elle a écumé 2 ou 3 chefs d'entreprise de l'artisanat peintre sur le secteur du Lussacois, Montmorillonnais, pour se former, se parfaire, passer ses concours, parce que c'était quelque chose qui lui tenait à cœur, pour au final créer sa propre boîte, être sa propre patronne, recruter 1 puis 2 salariés et développer son activité. Donc là, évidemment, on est sur quelqu'un de très technique, qui connaît son métier, qui le connaît tellement bien qu'elle a été championne olympique dans sa profession. Mais vous voyez, c'est possible, ça existe. Donc à côté de ça, pour accompagner justement ces créateurs, créatrices d'entreprises du bâtiment, la CAPEB, elle a créé un outil qui s'appelle Créarbat, créateur d'entreprises artisanales, repreneurs du bâtiment. Parce que aujourd'hui, quand on veut s'installer dans l'artisanat en général,
Le parcours, il est un peu compliqué, il est un peu tordu. Parfois, on peut se retrouver avec différentes sources de conseils. Le principal conseil qui vous est donné, c'est effectivement de vous tourner vers la chambre des métiers. Quand vous voulez vous installer dans l'artisanat, c'est la chambre des métiers qui est disons, qui peut avoir cette image de porte d'entrée pour créer son entreprise. Et pour autant, nos jeunes créateurs, repreneurs, hommes ou femmes du bâtiment, quand ils passent par le biais de la chambre des métiers, sont souvent un petit peu dépourvus d'informations concernant des éléments très pratiques sur comment je fais un devis, qu'est-ce que je dois mettre dans mon devis, comment je dois formaliser mon devis avec les mentions obligatoires, comment je calcule mon prix de vente. Qu'est-ce qu'il y a dans mon prix de vente? Ma marge, mon taux horaire, le temps de travail que je vais consacrer pour réaliser tel ou tel ouvrage. 1 mètre carré de carrelage, 1 mètre carré de peinture, installer une chaudière, installer un va-et-vient en électricité. Souvent, ce sont des éléments qui leur font défaut au moment de l'installation, qui ne sont pas abordés dans d'autres structures. C'est pas abordé à la Chambre des métiers parce que c'est très spécifique à la branche bâtiment. Je rajouterai aussi à cela les problématiques de TVA. Dans le bâtiment, vous avez, parce que c'est des combats qu'on a pu obtenir, qu'on a pu gagner, vous avez en tant que syndicat, et on en profite tous en tant que particulier. Vous avez des taux de TVA qui diffèrent en fonction de la typologie de travaux que vous faites faire chez vous. Une rénovation énergétique de son logement, changer ses fenêtres, changer son chauffage, faire isoler ses combles, etc. Ce sont des prestations qui sont éligibles à une TVA à taux très réduit, puisqu'on est sur de la TVA à 5,5. Et puis le neuf est à 20, et puis on a un taux intermédiaire à 10% pour la rénovation qui n'est pas une rénovation énergétique. Et bien tout ça, c'est des éléments aussi qu'on explique, dans lesquels on rentre en détail avec les jeunes créateurs, pour les aider à achever en quelque sorte leur parcours de formation, parce que ce seront des éléments déterminants demain sur le choix du statut, sur le choix du régime social qu'ils vont occuper en tant que créateurs. On reste un syndicat. Dans le monde de l'entreprise, il existe différents types de statuts qui gravitent les uns à côté des autres, et notamment le statut de micro-social, micro-entrepreneur qui existe depuis une dizaine d'années. Et la CAPEB, elle n'est pas particulièrement favorable à ce régime micro-entrepreneur. Et pour autant, se contenter de dire qu'on n'est pas favorable sans donner des explications derrière, ça n'a pas trop de sens. Et finalement, à travers cette formation, il y a aussi des créateurs qui viennent avec une idée un petit peu arrêtée de leur projet. Je m'installe, je veux voir, je veux expérimenter mon parcours. Donc, on m'a conseillé de m'installer en micro-social parce que c'était probablement ce qui s'offrait à moi de plus simple, de moins risqué. Et finalement, à travers le filtre de cette formation, on arrive à les faire changer d'opinion par des éléments, parfois des éléments mathématiques, des éléments comptables, qui ne leur sont pas présentés au moment de l'orientation, au moment de leur premier conseil à la Chambre des métiers ou à Pôle emploi. On n'en veut à personne, c'est comme ça, c'est peut-être par souci de rationalisation, par souci de simplicité. Effectivement, il y a un choix assez pratiquement orienté pour le créateur d'aller vers ce type de filière, vers ce type d'installation. Et nous, l'intérêt, c'est d'essayer d'avoir des activités qui soient les plus pérennes possibles et un choix d'entreprise qui vivent bien, où l'entrepreneur puisse dégager des marges, investir, peut-être recruter demain. C'est un ensemble de choses qui font que, effectivement, le conseil au moment de la formation Créarbat, la démonstration au moment de la formation Créarbat, de leur dire attention, là vous avez de la TVA, vous allez peut-être pouvoir gagner des marchés en proposant de la TVA à taux réduit, que vous n'aurez pas quand vous serez installé en micro social, là où il n'y a pas de TVA justement.
il n'y a pas de TVA, mais où du coup l'artisan ne marge pas, n'achète pas, ne pose pas, n'installe pas les produits qu'il a choisis. C'est finalement le client qui se retrouve à devoir acquérir ses propres matériaux. Ça a du sens, tout ça. Ça a du sens. Et puis évidemment, nous on est là aussi pour quelque part accompagner à ce que tous les acteurs de la création d'entreprise et les porteurs de projets en sont les têtes d'affiche, respectent les règles du jeu. Donc c'est tous les systèmes, je dirais, qui sont liés à la concurrence loyale entre les entreprises, si tant est que ça c'est pas bien. J'aurais dû couper. Donc je disais, oui, ce sont tous les moyens pour rappeler aux porteurs de projets que nous sommes dans un système, dans un régime qui est assez complexe, qui parle d'assurance obligatoire. Ce sont pas des gadgets, c'est des assurances obligatoires, ou dans lequel gravitent aussi un certain nombre de qualifications pour travailler. Je pense par exemple peut-être que vous l'avez expérimenté à titre particulier, quand on fait faire des travaux de rénovation énergétique chez soi et qu'on veut prétendre à des soutiens financiers, des aides de la part des pouvoirs publics, de la part des collectivités. On vous demande de faire appel à des entreprises qui sont qualifiées RGE, je ne sais pas si ça vous parle, ces 3 lettres, reconnues garants de l'environnement. Donc effectivement, c'est toute une conjonction d'éléments qui permettent à une entreprise de s'inscrire, de se développer, de se pérenniser, de fiabiliser ses interventions, et puis je dirais de la rendre aussi, de la mettre entre guillemets dans un chemin qui soit assez balisé, pour que la concurrence qu'elle va faire à ses collègues soit la plus saine possible. Donc effectivement, nous on a lancé cette opération il y a peu de temps. C'est pour ça que Pôle Emploi a sollicité notre présence aujourd'hui sur ce forum, sur ce salon. Et donc on a eu notre première formation Créarbat la semaine dernière. En fait, c'est tout frais. C'était les 28 et 29 juin. Donc avec les 5 stagiaires, dont une femme qui était présente. Et voilà, j'ai plutôt la prétention de dire qu'il y en avait 3 sur 5 qui démarraient avec un projet en société. Donc c'était arrêté. Il y en a même un, celui qui est en rouge, le plus à droite de l'écran, qui était passé par le stage à la Chambre des métiers pendant 5 jours, qui en plus a été chercher ces informations-là chez nous. Donc 3 qui démarraient en société, 2 qui démarraient en tout cas qui portaient un projet en micro-entreprise. Et à la fin des 2 jours, les 2 qui portaient un projet en micro-entreprise sont revenus en nous disant voilà, là finalement j'ai compris que j'étais peut-être en train de commettre une erreur. Et je retourne voir mon comptable, je retourne voir les accompagnants à côté de mon projet. Alors, quand on dit le comptable, c'est parce que ça va être un acteur clé sur le prévisionnel de l'entreprise, sur la rédaction de statut, le cas échéant. Donc, je retourne voir mon comptable pour refaire un point et pour repositionner mon projet, faire quelque chose d'un peu plus fiable, d'un peu plus pérenne, et puis avec probablement une capacité pour le chef d'entreprise à mieux communiquer. On communique forcément mieux quand on a un peu plus de visibilité, quand on a une entreprise qui est assise, que lorsqu'on est un numéro entre guillemets confondu dans les méandres de la création d'entreprise. Et puis il faut penser aussi à une chose. Tout à l'heure j'en discutais il y a une banque qui est présente sur le salon. J'en discutais avec eux. Effectivement, une entreprise micro-sociale, micro-entrepreneur. C'est un petit peu plus compliqué d'aller taper à la porte d'une banque pour demander un concours bancaire pour un investissement, pour un prêt de trésorerie, par exemple. Faut pas se leurrer. Je veux dire, une entreprise qui a... aujourd'hui, les banques, elles sont assez frileuses à prêter. Et elles ne prêtent qu'à des entreprises qui peuvent apporter un certain nombre de garanties. Et une entreprise qui n'a pas de comptabilité, ce qui est le cas de quasiment 100% des auto-entrepreneurs, il n'y a pas de comptabilité. Là, vous arrivez, qu'est-ce que vous apportez comme élément factuel pour justifier de la solidité de votre entreprise ? Pas grand-chose. Pas grand-chose, si ce n'est votre parole, votre témoignage, et souvent ça suffit pas. Voilà. J'en ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, je reste à votre écoute.
Vous vouliez intervenir, madame? Oui, c'est ça. C'est une formation de 2 jours. C'est une formation de 2 jours. Elle est éligible au CPF. Elle est reconnue par Pôle emploi pour l'éligibilité au CPF, au compte personnel de formation. Là, dans le lot, il y en a 4 qui sont passés par leur CPF. Il y en a un qui était salarié du bâtiment qui a pu utiliser d'autres fonds de formation. Mais voilà, ces 2 jours, c'est 210 € la formation. Voilà comment c'est organisé. Tous les secteurs du bâtiment, des travaux publics et du paysage, puisqu'on a cette couverture métier sur les trois familles. Et le bâtiment, c'est tout corps d'État, hein, c'est du gros œuvre à la finition, en passant par les menuiseries extérieures, etc., etc. Voilà, tous les métiers. Ouais. Alors, le projet, il peut être validé, par exemple, sur le choix du régime social. C'est plus ça, mais il est quand même bien engagé. Ouais. Nous, on intervient. Enfin, je le vis comme ça. En tout cas, moi, j'ai promu comme ça auprès de Pôle Emploi, auprès de la Chambre des métiers de la Vienne. C'est vraiment pour la CAPEB, c'est un outil complémentaire. C'est-à-dire que nous, on n'a pas la prétention de dire à un chef d'entreprise que son projet il est viable ou il ne l'est pas. On est aidé aussi on travaille avec une association de gestion qui s'appelle Gestelia, qui est basée dans nos locaux. On a un partenariat très privilégié avec Gestelia Vienne pour les créateurs dans le bâtiment. Donc ce sont des gens qui interviennent par le biais de la Chambre des métiers sur des cafés entreprendre, des formations de positionnement en quelque sorte. Donc effectivement, une fois que les gens ils ont passé les premiers filtres, la formation elle peut arriver très bien à ce moment-là. Ils ont passé 2 ou 3 premières étapes, quoi, hein. Le projet commence à être fiabilisé. Les premiers contacts sont établis pour certains avec un prévisionnel à la clé à la Chambre des métiers ou chez Gestelia ou chez d'autres partenaires. Mais c'est aussi Pôle emploi qui nous flèche des créateurs, enfin des demandeurs d'emploi qui projettent de s'installer dans le bâtiment. Donc on n'a pas toujours n'ont pas passé ces premières étapes de tri, d'accompagnement, etc. Parfois même de coup de frein, parce que pour certains, en droit français, on a tous la possibilité de créer sa boîte, hein, mais on a aussi tous le droit de se planter. Donc l'objectif, c'est d'éviter que à la fois on fasse du mal que les gens se fassent du mal à eux-mêmes, et puis en plus qu'ils fassent du mal au reste de la profession. On voit des gens parfois avec des profils qui s'installent et qui nous disent qu'ils sont très contents puisqu'ils vont gagner 20 € de l'heure, alors que les 20 € de l'heure, c'est à peine un petit peu plus que ce qu'ils pouvaient toucher en tant que salariés, charges payées par leur employeur. Vous voyez, au final, quand on sort nous, de ces éléments-là, quand on arrive à expliquer à la personne qu'en prenant 20 € de l'heure, il va lui rester 6 € à la fin 6 € de l'heure en retirant toutes ses charges, et que la personne ouvre ses yeux, il vient juste de s'installer, il vient de créer son entreprise, il a ouvert son compte en banque, effectivement, vous faites retomber très vite les espérances, hein. C'est ça, et ça fait partie de notre travail. On considère que c'est pas aider que d'encourager les gens à se lancer dans ce genre de scénario, très clairement. Donc oui, un premier filtre, ça paraît nécessaire. Nous, on n'a pas la prétention d'être la gare d'aiguillage pour dire si le projet est viable ou pas. On a nos outils aussi pour le dire. Là, vous voyez, l'exemple que je vous donne, c'est un exemple très pratique. Ça s'est produit il y a très peu de temps chez nous. En général, là, les 5 qui sont là sont déjà passés par le biais d'une boîte de création, quoi, si vous voulez. Ouais. Voilà. Alors n'hésitez pas, je ne sais pas dans quelle structure vous représentez, ou en tout cas dans vos réseaux, mais l'outil demande effectivement
à vivre, à se pérenniser. Créarbat, ça fait des petits dans tous les départements de France. Aujourd'hui, c'est dans les Deux-Sèvres, c'est en Dordogne, c'est en Gironde. Voilà. Encore une fois, on n'a pas la prétention de vouloir se substituer à ce qui existe déjà. On est là, nous, on arrive vraiment comme une offre complémentaire. Le profil du chef d'entreprise qui est en train de créer sa boîte, qui a besoin d'affiner ses outils, d'être à l'aise pour faire un devis, pour faire une facture, pour mettre en place des conditions générales de vente. On est dans un monde qui est hyper complexe. Là, vous voyez, je leur ai annoncé à tous mes adhérents qu'au 1er juillet, ils devaient... Alors ils se disent, mais vous êtes fous, rajouter une nouvelle mention obligatoire sur leur devis pour la gestion des déchets de chantier. Vous voyez, ça s'est mis en place depuis 4 jours. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de rénovation énergétique, c'est pareil, c'est des devis à rallonge où l'entreprise va faire une visite préalable chez le client, bien détailler les caractéristiques de performance du matériel, bien détailler sa fourniture, sa pose, les différents taux de TVA. Dans un même projet, je peux avoir et du neuf parce qu'on agrandit un peu la maison, et de la rénovation énergétique. La mention du médiateur de la consommation, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Et tout ça, bah oui, forcément, ça fait des outils à rallonge. Et nous, on est là pour les aider, on est là pour vulgariser ces outils, pour pour proposer aux créateurs et même parfois aux plus anciens, hein, des formules prêtes à l'emploi, juste à copier-coller dans son logiciel de devis facture. Et ça, s'il n'y a pas cet accompagnement, c'est des gens qui vont au casse-pipe, quoi. C'est sur le volet rénovation énergétique. Tout à l'heure, je vous ai parlé du RGE. Le RGE, aujourd'hui, c'est binaire. C'est votre devis, il est conforme, votre client, il a droit aux aides. Il n'est pas conforme, c'est terminé. Enfin, ou alors, on vous demande de le corriger. Et puis le client, si c'est une fois, 2 fois, il va vous dire, écoutez, je vais aller voir quelqu'un d'autre, hein. C'est comme ça que ça se passe. Le client, lui, ce qu'il veut, c'est avoir son aide, sa subvention pour pouvoir financer son projet de rénovation. Donc, si l'artisan il répond pas, s'il n'y a pas de répondant face aux attentes du financeur, c'est l'ANA, les certificats d'économie d'énergie, c'est les énergéticiens, c'est Total, c'est Butagaz, c'est Engie et j'en passe, c'est des meilleurs. Si vous n'avez pas la bonne ligne, si vous n'avez pas la bonne mention, c'est terminé, c'est un devis qui est refusé. Donc tout ça, ça les astreint, ces chefs d'entreprise, à une discipline que certains n'ont pas. Très clairement, c'est compliqué. Donc certains renoncent même à se lancer sur ces marchés-là, hein, très clairement, en nous disant c'est pas pour moi, je peux pas, je sais pas faire. Et puis d'autres s'y lancent. Par contre, quand ils s'y lancent, vous avez compris, c'est avec tout ce qu'il y a de bon et tout ce qu'il y a de moins bon aussi. Voilà, donc l'accompagnement, c'est celui-ci dans sa globalité. Voilà. Je vous remercie pour votre participation.